Mais tout de suite, nous accueillons Cécile Lapierre. Bonjour Cécile. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Cécile. Merci d'être venue nous rejoindre en studio. Vous êtes médiatrice et vous travaillez beaucoup justement sur les violences visibles ou invisibles d'ailleurs. Vous êtes fondatrice de l'association DIA Positive. Alors je crois que vous avez entendu un petit peu tout ce qui s'est dit depuis le début de l'émission. Vous avez envie de réagir ? Oui, je peux tout à fait réagir sur, par exemple, le conseil de Jean-Charles sur l'une des invitées où, quand on ne se sent pas entendu, il est important éventuellement de l'écrire. Donc l'incapacité pour le tiers de ne pas être un bon tiers écoutant avec une écoute active, mais avec une écoute orientée ou un avis qui peut survictimiser la personne qui délivre sa parole. Et par exemple, le gouvernement a mis en place un site internet qui s'appelle Mes mots de vie et qui permet à toutes les victimes de violences morales de consigner en ligne tout ce que l'on vit. Parce que quand on vit des violences morales au quotidien, on finit par oublier au quotidien ce qu'on vit et on ressort après 3 ans, 5 ans, 10 ans de maltraitance avec très peu de dossiers et très peu de preuves pour les dossiers judiciaires derrière que nous pouvons traiter en médiation derrière. Donc déjà, c'est un premier rebond. C'est déjà une bonne piste que vous donnez. C'est une bonne piste. Donc Mes mots de vie, vous tapez, c'est financé par l'État, complètement gratuit, sécurisé dans un e-coffre-fort. Donc toutes vos données sont protégées et aucune trace n'est laissée sur votre fournisseur d'accès et vos connexions pour ne pas qu'on sache que vous êtes connecté à ce site, pour que si quelqu'un vous flique un peu, et on a des profils, malheureusement, on les connaît, qu'il n'y ait pas de trace de vos écrits. Donc ça, c'est la première chose. Sur la violence verbale au travail, moi je travaille beaucoup avec les prud'hommes et sur les faits de harcèlement moral, pas uniquement en famille, mais aussi au prud'homme. Aujourd'hui, il est très notable que les problématiques de violence morale sont liées à des problématiques de système. Ce sont les entreprises qui sont dans un système vicieux et le middle management, entre guillemets, rapporte des consignes et un mode de fonctionnement à l'insu de leur plein gré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes victimes du système. Et ils ne sont pas forcément pervers. Comme vous l'avez, c'était pas forcément quelqu'un de pervers, c'est quelqu'un qui applique des règles ou qui bon public quand même. Qui sont bons publics ou qui sont lâches ou qui ont des contraintes de si je ne suis pas dans la ligne de conduite, je perds mon job. Donc, oui, et donc par peur de perdre leur job, ils deviennent eux-mêmes acteurs de violence. Ils deviennent acteurs de violence et en même temps co-victimes aussi, je pense. Oui. On va rester avec nous, Cécile Lapierre. On va réévoquer tout ça dans un instant sur Sud Radio avec Jean-Charles Bouchou qui reste évidemment avec nous également. Les adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons des violences invisibles avec Jean-Charles Bouchou, psychothérapeute et psychanalyste, et également Cécile Lapierre. Vous êtes médiatrice et vous êtes également fondatrice de l'association DIA Positive. Alors justement, vous allez nous expliquer tous les deux en quoi votre travail diffère et qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent et qui ont l'impression de subir de la violence. Vous, Jean-Charles, donc vous recevez les gens en tant que thérapeute. Oui, moi je vais chercher dans l'histoire de la personne qu'est-ce qui est en train de se répéter, qu'est-ce qu'il veut se dire. Le symptôme, il est là pour nous montrer quelque chose. Tout à l'heure, on parlait donc, quand on parle de violences invisibles, ce sont effectivement des violences qu'on ne voit pas par essence. Mais le corps, lui, les vit, l'organisme les vit, et à un moment donné, il y a symptômes. Le symptôme, ça peut être un burn-out, par exemple. La personne vient me voir en me disant j'ai un burn-out, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et on va essayer d'interroger à la fois son histoire et son quotidien pour voir qu'est-ce qui est en train de se répéter et le symptôme, qu'est venu nous dire le symptôme. Alors que, Cécile, toi ? Bien, moi, Jean-Charles travaille sur l'individu, je pense, et moi, j'arrive sur la relation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont obligées de rester en relation, alors qu'ils sont dans une relation perverse. Exemple, en coparentalité. Si vous avez des enfants, vous avez beau avoir une séparation, l'exercice de la coparentalité impose un partage et impose encore une violence supplémentaire par l'exercice. Donc le médiateur travaille sur cette relation pour en faire quelque chose de moins affreux, moins difficile et potentiellement protecteur en droit aussi. Donc moi je travaille plus sur la relation.
Ouais, juste faire attention de pas conforter un des deux qui lui, parce que tu as des bourreaux entre guillemets qui demandent que ça, qui est de la médiatisation, justement pour pouvoir continuer de la médiation, ouais, pour pouvoir continuer d'être bourreau. Alors que j'ai discuté avec une victime justement cette semaine, elle m'a dit de la médiation, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que je sais très bien qu'il va mentir, qu'il va raconter son histoire et que ça va pas fonctionner. C'est peut-être le rôle de Cécile de découvrir quel est celui qui est pervers et de le démasquer, non? Enfin, voilà, je ne sais pas. nous sommes à l'Association nationale des médiateurs très peu à être formés sur ce sujet-là. Moi, je forme mes confrères et mes consoeurs là-dessus. Quand il y a médiation et que nous détectons qu'il y a violence morale, nous ne pouvons pas continuer la médiation. Il y a un article de loi qui fait suite au Grenelle, et depuis le 30 juillet dernier, nous avons l'interdiction absolue de mener une médiation en cas de violence, en cas d'emprise alléguée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous demandons protection à la justice. Nous considérons qu'il y a un déséquilibre entre les deux demandeurs, et que par protection, on les renvoie devant un juge. Donc c'est ça notre outil de protection, c'est que ce soit la justice qui tranche. D'accord. Mais alors là, quand c'est notamment un couple de parents, j'imagine que c'est très très long entre le moment où... C'est très très long et ça rend la lenteur de la justice est pour moi une violence supplémentaire dans ces histoires de couple. C'est-à-dire que le temps... Puis les enfants grandissent et subissent eux aussi de la violence. Les enfants grandissent, on a un droit... soit jugé, enfin... Exactement, on a un système en droit aujourd'hui avec l'idée d'un droit de visite et d'hébergement qui, dans une parentalité perverse, est très instrumentalisé. C'est-à-dire qu'on on ne prend pas les enfants, on vient pas, on ne prévient pas. Donc en fait, on enferme l'ex-conjoint en utilisant ce droit de visite et d'hébergement. Donc moi j'ai alerté, j'étais ce matin au ministère sur ce sujet-là. Voilà, j'ai des demandes pour qu'on puisse protéger les parents, qu'ils soient père ou mère, hein, je ne sexualise pas du tout la perversité, non. Hein. Mais effectivement, la justice, dans sa longueur et dans sa construction aujourd'hui, peut être une violence supplémentaire. Oui. Cécile Lapierre, on en parlait en début d'émission. Est-ce qu'il y a de plus en plus de violence, ou est-ce que c'est parce qu'on en parle plus qu'on l'a enfin reconnu ? Alors les magistrats nous disent qu'il y a des accusations de perversité ou de violence beaucoup plus nombreuses, mais je pense que c'est que la société, nous, avons les capacités de mettre un mot sur ce qu'on vit, et que la société a accepté de se dire ce que je vis c'est ça, et que c'est pas ok. Donc je pense qu'il y en a toujours eu. Je pense que de la génération de nos parents, on n'osait pas, c'était encore plus dans l'omerta et dans le silence, et que ça s'ouvre. Je crois juste que ça se libère. Une question toute bête, mais peut-être que quelqu'un nous écoute et tout d'un coup réalise qu'il subit ou qu'elle subit de la violence. Quelle est la première démarche que vous conseilleriez l'un ou l'autre ? En parler et trouver, on l'a vu tout à l'heure. Mais à qui ? Parce qu'on a bien vu que... moi je suis tenté de dire un thérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui est neutre, absolument important qu'il soit neutre et bienveillant, et qu'il soit capable de nous entendre, puisqu'on a eu un exemple tout à l'heure d'une personne qui allait se plaindre, et on lui disait non mais vous exagérez, c'est pas vrai, enfin voilà. Quelqu'un qui soit capable de nous entendre, qui soit neutre et bienveillant, et qui effectivement ensuite se tourner vers la justice si c'est nécessaire. Après, moi, je dirais aussi qu'on peut tout à fait aller prendre son téléphone, appeler le 3919 et tomber sur un écoutant formé aux violences morales aussi, qui sera capable un peu d'orienter. Et SOS Femmes a des antennes dans chacune des régions, donc vous serez en local renvoyé vers des associations qui pourront vous accompagner et vous écouter. Par exemple, aller à la mairie, l'assistance sociale, enfin je ne sais pas, ces personnes-là... Alors la difficulté, c'est la formation du personnel qui va vous accueillir. N'est-ce pas ? Voilà. Oui. C'est-à-dire que si on va voir quelqu'un et qu'on se rend compte qu'on n'est pas écouté et entendu, de toute façon, c'est pas la peine d'insister, quoi. Déjà. Vous le repérer tout de suite, avant de s'enferrer dans cette relation qui sert à rien et qui même peut vous enfoncer plus qu'autre chose. Si vous poussez la porte d'un établissement ou d'un commissariat et que vous vous sentez jugé et pas accueilli, il faut repartir. Ils sont de plus en plus formés aussi. Absolument. Absolument. Et par exemple, son médecin traitant, une infirmière, enfin je sais pas, j'essaye de... Oui, la personne de confiance. Et puis ça peut être le tiers neutre, la bonne amie, qui elle passe le coup de fil
Alors attention à la place du tiers, évidemment. Nous ne sommes pas des sauveurs. Attention au fameux triangle de Karpman, pour ceux que ça intéresse. Notre mission n'est pas de sauver. Notre mission, c'est de mettre en lien le tiers. Donc les urgences. En tout cas, ne pas rester seul et ne pas rester dans sa prison et essayer oser demander de l'aide. Et il y a des associations locales qui créent des groupes de parole anonymes et qui peuvent accueillir tout type de demande. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de tous ces conseils, Cécile Lapierre. Merci Jean-Charles Bouchon. On vous retrouve demain et on évoquera donc les luttes de pouvoir dans le couple.